Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce lundi matin au Bénin. Le nombre de candidats inscrits est en baisse par rapport à l'année dernière. Et nous parlerons sport dans ce journal avec Auspice Yévi Mirouton qui nous emmène à la découverte du badminton, une discipline sportive qui oppose soit deux joueurs en simple ou soit deux paires doubles qui jouent avec des raquettes. Le pape François a dit espérer pouvoir reprogrammer aussi vite que possible sa visite en République démocratique du Congo et au Soudan après avoir été contraint d'annuler ce déplacement en raison de ses problèmes de santé. Nouvelle semaine, nouvelle édition sur Speedline TV. Bienvenue au 19h30 de ce jour. Ils sont au total 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats de sexe féminin à composer à partir de ce lundi 13 juin sur toute l'étendue du territoire national à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022. Au niveau départemental, c'est le centre du Collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou qui a été choisi pour abriter le lancement officiel de cet examen dans le littoral en présence des autorités municipales et préfectorales. Suivons le reportage. Démarrage officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats sont répartis dans 211 centres de composition. Dans le littoral, c'est le CEG Sainte-Rita qui a abrité le lancement officiel. C'était en présence du maire Luc Setonji Atrokpo et le préfet du littoral Alain Orunla. L'assiduité et la régularité dans la tenue des examens, comme nous l'avons entamé il y a un peu plus de 6 ans, l'année scolaire s'est bien déroulée, sans entrave, sans grève. Les cours ont été dispensés, donc les sessions, les examens se tiennent à bonne date. Et effectivement, c'est à mettre à l'actif du gouvernement, à l'actif des enseignants et des parents d'élèves et aussi des élèves, des apprenants. Alors ce que nous souhaitons, évidemment, c'est un fort taux de réussite parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu occuper le premier rang comme nous l'avons pu pour le CEP et pour le bac. Et donc le défi cette année, c'est que le département du littoral retrouve ses attributs pour la réussite au BEPC et c'est ce que nous attendons. Et nous l'avons vu dans le visage des apprenants qui sont détendus, qui sont sûrs d'eux-mêmes, ce qui est le signe de ce qu'ils ont été bien formés. Et donc nous attendons ces résultats pour nous prononcer. Selon la directrice départementale de l'enseignement secondaire dans le littoral, l'effectif des candidats inscrits pour le compte de cette année est en régression. Au total, dans le littoral, nous avons 13 358 candidats répartis dans 16 centres. 15 centres pour l'enseignement secondaire général et un centre pour les aveugles à Segbea. Il y a une régression. Il y a une régression dans le littoral et ça tourne autour de 10% sensiblement. Le monde est actuellement dynamique et le gouvernement de M. Patrice Talon est à pied d'œuvre pour faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle une priorité. Surtout que les jeunes actuellement, ils ont tendance à se libérer très rapidement. Ils veulent avoir le concret, le cash. Et ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à faire des formations de courte durée. Et c'est pour ça, avec la vision de l'État, ça rentre bien avec les préoccupations des parents. Et c'est pour ça que nous avons remarqué cette régression au niveau des collèges d'enseignement général. Démarré ce lundi 13 juin, les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle prennent fin le mercredi 15 juin prochain.
Et les candidats au brevet d'études du premier cycle session de juin 2022 ont composé dans la matinée de ce lundi 13 juin, le premier jour de cet examen, les épreuves de lecture et de la communication écrite. Au terme de la composition des premières épreuves de ce jour, certains candidats se sont livrés au micro de Romaric Dossa et Jean Logo. Les épreuves étaient abordables. J'ai aimé l'épreuve de lecture surtout, qui a été vraiment abordable. Ils ont parlé d'un enfant albinos et ses camarades ne l'aimaient pas. Et il cherchait des amis avec qui il devait parler. Et son père l'a conseillé. D'être l'ami du travail. Et lorsque tu travailles, tout le monde est fier de rester à côté. J'ai retenu que lorsqu'on travaille à l'école, on a beaucoup d'amis et on est apprécié de tous. Les épreuves étaient abordables. J'ai retenu de cette épreuve qu'il ne faut pas juger seulement les gens sur l'apparence et que lorsqu'on travaille, on a plus d'amis. Communication écrite, on a 2 sujets au choix. Le premier sujet, je fais le portrait d'une femme qu'on a beaucoup admirée. Le deuxième, genre, on a fait un rêve. Dans le rêve, on a vu qu'on est admis au BPC. En lecture, ils ont donné le cas d'un enfant albinos. Le sujet 1, on a beaucoup fait ça à l'école. Le sujet 2, c'est un peu compliqué. Donc, si un élève cherche d'entamer ça sera un peu difficile. La lecture, c'est comme si c'était une épreuve de l'élève de CM2. Donc j'ai aimé, mais tout est abordable. Je souhaite que ça soit ainsi dans toutes les autres parties et que nous puissions avoir un développement. Bon, on a composé les premiers épreuves, ça a été bon, pas trop difficile. On a plus amené à notre niveau et plus les amis ont pris. Les autorités qui ont composé cette épreuve, je leur dis merci parce qu'ils ne nous ont pas amené des épreuves trop difficiles. Disons, c'est pas trop difficile, mais c'est appréciable. On ne peut pas dire que les épreuves étaient difficiles ni faciles, mais on laisse ça dans la main de Dieu. Ce qu'on a appris, c'est ce qui est sorti à l'examen, mais on a constaté que les épreuves qu'on a eues ici, c'est un peu facile que ce qu'on a dans la situation d'apprentissage à l'école. J'aimerais bien qu'en histoire géo, assez de la force. Là, j'ai bien révisé ça. Et aussi, là, on parle de la résistance, la conférence de Berlin. J'aimerais bien que ça soit possible. Là, en SVT, j'aimerais qu'on parle de la reproduction humaine. Et quoi encore, qu'on parle aussi des phagocytoses, la SA3 et la SA2. On m'a dit, j'ai envie que l'équation de droite les coordonnées des points. Cône de révolution et statistiques, voir les propriétés de Thalès, de Pythagore, les équations réduites cartésiennes. En histoire géo, j'ai envie que les résistances sortent, la SA5, la conférence de Berlin, la SA1 aussi, tout, n'importe quoi peut sortir, moi je suis bon. Nous parlons toujours du BEPC à la veille du lancement officiel des épreuves. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a adressé un message à l'endroit des candidats, enseignants et parents d'élèves. Suivons un extrait de son message. Le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composent à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats du sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20%. Et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145 959 l'année dernière. Les candidats composeront dans 211 centres, contre 234 centres en 2021, au nom du gouvernement.
Je remercie les enseignants pour leur sacrifice consenti aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veuillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage. Le milieu scolaire est de plus en plus affecté par la corruption et la tricherie, un fléau qui prend de l'ampleur. Certains individus se donnent à ces pratiques en toute ignorance des répercussions que cet acte pourrait avoir sur leur cursus scolaire. Tricherie et corruption, quelles sont les sanctions réservées aux auteurs de cet acte? L'explication du juriste Bernice Akouvi dans cet élément.
Dans les médias comme sur les réseaux sociaux, le rapport d'audit des fonds Covid-19 réalisé par la Cour des comptes à la demande du gouvernement donne lieu depuis quelques jours à des commentaires, observations et spéculations diverses. Mais les clarifications fournies permettent à l'opinion de mieux comprendre les dessous du dit rapport. Suivons ici les précisions du gouvernement et analyse d'un observateur politique, Romaric Dossa et Jean Lobo pour le reportage. Le gouvernement donne enfin des clarifications sur le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds Covid-19 couvrant la période du début de la crise au Bénin, mars 2020 jusqu'en décembre 2021. Interrogé sur la question, le porte-parole de l'exécutif a indiqué clairement qu'il s'agit d'un rapport qui n'est pas définitif. Dans les médias, ce qu'il convient de retenir, c'est que nous sommes en présence d'un rapport qui n'est pas encore devenu définitif. À titre d'exemple, vous avez quelques données dans ce rapport qui doivent vous renseigner sur son caractère non définitif. Il est mentionné à la page 48 du rapport, ainsi que vous pouvez le relever si vous le lisez, que 138 milliards 620 777 062 francs CFA ont été engagés pour des dépenses liées à la vaccination, alors que celles effectuées aussi bien par l'État que par tous les partenaires s'élèvent à 30 milliards 851 679 422 francs CFA. Voilà un indicateur, c'est-à-dire que le montant indiqué par la Cour ne représente donc que l'ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique et pour laquelle nous avons par ailleurs reçu des dons. Et puis vous devez également savoir que sur ces dépenses, avec des fonds obtenus de partenaires ou de bailleurs, il y a généralement que ces bailleurs, ces partenaires ont des règles qu'il faut suivre et que pour engager ces fonds, il faut souvent obtenir leur avis de non-objection. Et je vous rassure que tout cela a été fait dans le cadre des opérations conduites jusque-là. Il reste que, en l'état, le rapport, vous avez raison, il soulève des préoccupations légitimes de la part de tout observateur et nos compatriotes qui s'inquiéteraient de ce qui y figure ont de bonnes raisons de s'inquiéter, mais avec les indications que je vous donne, il y a matière à s'apaiser. Selon les clarifications de Wilfrid Léon Humbedi, cet audit a été effectué sur demande du ministère de l'Économie et des Finances. Le porte-parole du gouvernement confie que ce rapport n'aurait pas dû se retrouver sur la place publique, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'un rapport définitif. Mais en attendant, des citoyens réagissent face aux irrégularités observées. Ils ont dit, dans le fond, le point final, c'est qu'il y a eu un écart de 385 milliards. C'est important, c'est très important. Est-ce qu'ils pourront justifier totalement ça? Même si c'est 1 milliard. 1 milliard pour le peuple béninois, c'est important. Ça peut déjà faire beaucoup de choses. Les difficultés que nous vivons aujourd'hui, si nous prenons 1 milliard dans le volet social, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Mais je crois, je réitère toujours, le chef d'État, il ne laissera pas passer. On attend, on garde patience, modération et souplesse pour voir là où ça va finir. Mais le chef d'État n'est pas complaisant. On sait qu'il n'est pas complaisant. Si des gens sont impliqués, ils vont payer le prix de leurs erreurs. Ils vont se retrouver en prison pour ça. Et il faut ça. Il faut toujours sévir. Il faut aller très loin. Ça va discipliner, ça va changer le peuple. Nous allons changer désormais de mentalité en matière de gestion. Donc nous voulons, on implore toujours les autorités, la Cour, afin qu'on ait un rapport clair sur cette affaire, qu'on ait une grande lumière, une véritable lumière sur la gestion des fonds Covid. Le porte-parole du gouvernement rassure que les justificatifs des dépenses effectuées dans le cadre de la gestion du Covid-19 sont disponibles et transmis à la Cour des comptes qui les analysera et produira son rapport définitif. Je l'annonçais en titre, le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs en simple ou soit deux paires doubles. Malgré son introduction aux Jeux Olympiques en 1992, il reste au Bénin une discipline sportive peu connue du grand public. En quoi consiste-t-elle? Hospice Yevimi Mouton nous emmène à sa découverte. Le
Le badminton est un sport de raquette apprécié par les débutants comme les compétiteurs. Le ralenti du volant laisse le temps aux sportifs en herbe de se placer sur le terrain. En Europe, en Asie comme en Amérique, il est un sport très populaire. Les experts le placent comme deuxième au plan mondial, derrière le football. Le badminton est une discipline qui est présente aux Jeux Olympiques depuis 1992. Et l'objectif du jeu, c'est donc de maintenir en l'air l'objet que nous appelons communément le volant à l'aide d'une raquette. Sur ce, vous devez jouer sur des limites données. Il y a un filet qui sépare le terrain en deux moitiés. Et soit vous jouez en deux, un homme contre un autre homme, deux femmes, c'est-à-dire une femme contre une autre femme. Vous pouvez avoir qu'on appelle les simples. Après, nous avons les doubles qu'on appelle, on a deux hommes qui jouent contre deux hommes et deux femmes qui jouent contre deux femmes également. Et en double mix, nous avons un homme et une femme qui se marient et qui se composent une paire mixte qui joue ensemble. C'est un sport qui est rentré au Bénin depuis 1999. Et nous travaillons pour que cela puisse rentrer dans les habitudes de tous les Béninois. Même s'il est peu connu du grand public sportif béninois, il fait de vrais adeptes dans les établissements scolaires. La Fédération béninoise de badminton encourage la pratique dès l'école primaire et favorise les rencontres inter-établissements. Juste une passion d'une soirée. Je suis juste venu pour la première fois à essayer et j'ai pris le goût. Grâce à mon cousin. Bon, c'était un soir, j'étais venu chez lui. Il m'a demandé de le suivre pour aller à l'entraînement, juste pour aller voir ce qu'il fait comme sport. Je l'ai suivi et voilà comment ça s'est passé. Et comme toute autre discipline sportive, le badminton a des règles. Pour débuter le jeu, le serveur se positionne dans sa zone de service, de droite si son score est pair. Cet échange se réalise en diagonale. Le volant doit tomber dans le carré de service adverse pour gagner le point. S'il tombe en dehors, le point va à l'adversaire. La règle sur le terrain, c'est de maintenir l'objet, le volant en l'air. Dès que l'objet tombe chez vous, c'est un but. Et on a des parties que nous appelons communément les sets. Au bout de 3 sets, le premier set qui termine à 21, si lors des échanges, vous faites tomber un volant, on compte des points jusqu'à ce que celui qui arrive à 21 gagne la première partie qu'on appelle 7. Et nous avons on commence la deuxième partie et on joue sur des limites. Si le volant tombe de votre côté, on compte jusqu'à ce que celui qui arrive au deuxième set remporte en 2 sets ou on va au troisième set pour départager les deux équipes. En termes de difficulté, c'est surtout les moyens parce que c'est un sport, peut-être comme vous l'avez dit, que c'est un peu nouveau au Bénin. Et tout le monde n'a pas encore cerné l'importance de ce sport. Et je vous dis que c'est un sport vraiment amusant et ça rend l'homme vraiment physique et ça donne l'épanouissement à l'homme. Aujourd'hui, au Bénin, le badminton fait son petit bonhomme de chemin. Il est l'une des disciplines sportives sur laquelle le Bénin sportif peut compter dans les jours à venir. Hors du cadre national à présent, le roi Philippe, son épouse, la reine Mathilde et la délégation gouvernementale belge qui les a accompagnés ont rencontré le médecin congolais Denis Mukwege dans son hôpital de Panzi. Denis Mukwege, connu comme l'homme qui répare les femmes, mène également un combat contre l'impunité encourageant les violences sexuelles. Pour la dernière étape de sa visite en RDC, le roi des Belges s'est rendu dans l'est du pays. Il y a rencontré le célèbre médecin Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dans son hôpital de Panzi, près de Bukavu. C'est là que sont soignées depuis la fin des années 90 des femmes victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre dans cette région qui est en proie à des groupes armés depuis près de 30 ans. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et ceux qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Elle envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, mène aussi un combat contre l'impunité face à ces crimes. Il milite pour une justice transitionnelle et un tribunal international pour la RDC. Les droits humains et la lutte contre l'impunité
sont au cœur des priorités de la politique étrangère et la coopération au développement belge. L'implication de la Belgique dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC s'inscrit logiquement dans cette approche. Au moment où le couple royal arrivait à Bukavu, de nouveaux combats étaient signalés au nord Kivu, à la frontière ougandaise, entre l'armée et les rebelles du M23. Lors de la prière dominicale sur la place Saint-Pierre au Vatican le dimanche dernier, le pape François a dit espérer pouvoir reprogrammer aussi vite que possible sa visite en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud après avoir été contraint d'annuler ce déplacement en raison de douleurs au genou. Après avoir annoncé l'annulation de sa visite en RDC et au Soudan du Sud en raison de douleurs au genou, le pape a dit espérer pouvoir reprogrammer ce déplacement aussi vite que possible. Un message transmis juste après sa traditionnelle prière dominicale prononcée devant la place Saint-Pierre. Je veux m'adresser au peuple et aux autorités de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Mes chers amis, avec un grand regret en raison de problèmes à ma jambe, j'ai dû reporter ma visite dans vos pays qui était prévue pour les premiers jours du mois de juillet. Je ressens vraiment une grande tristesse d'avoir dû reporter ce voyage qui signifie tant pour moi. Je m'en excuse. Prions ensemble pour qu'avec l'aide de Dieu et des soins médicaux, je puisse être avec vous dès que possible. Soyons remplis d'espoir. C'est la première fois que le Vatican annonce le report d'un voyage du pape à l'étranger pour des raisons de santé. Souffrant de fortes douleurs au genou droit, le souverain pontife, qui apparaît depuis début mai en fauteuil roulant, a annoncé suivre un traitement à base de corticoïdes. Il souffre aussi de douleurs à la hanche qui le font boiter et a subi en juillet 2021 une délicate opération au côlon. Nous allons cette fois-ci en Ukraine où tout se complique à Severodonetsk. L'Ukraine craint que Moscou n'engage dès ce lundi ou mardi toutes ses réserves afin de prendre cette ville stratégique du Donbass. Moscou souhaite totalement isoler la ville en empêchant tout passage de munitions ou d'hommes. La situation devient extrêmement difficile à Severodonetsk. Kiev s'attend à une large offensive de la Russie qui pourrait engager toutes ses réserves afin de prendre cette ville stratégique du Donbass. D'après les forces ukrainiennes, Moscou souhaite totalement isoler la ville en empêchant tout passage d'hommes ou de munitions. La prise de Severodonetsk ouvrirait à Moscou la route de Kramatorsk, une étape supplémentaire pour conquérir entièrement le bassin du Donbass. Dans le sud, l'avancée russe a été stoppée aux abords de Mykolaïev, dernière grande ville du littoral avant Odessa. Dans cette zone, les combats tournent à la guerre de tranchées. Dans cette ville portuaire, un terminal céréalier a été détruit, empêchant les opérations d'import-export de blé. Tout bateau appareillant risque d'être coulé par l'armée russe, ce qui fait peser un risque sur la sécurité alimentaire de millions de personnes. La France a proposé son aide pour lever le blocus du port d'Odessa et permettre de faire sortir les céréales ukrainiennes du pays. La Turquie, pour sa part, a enclenché des négociations avec Kiev et Moscou sur ce sujet. À Mariupol, conquise par Moscou, la fête nationale russe a été célébrée dimanche, avec des dizaines de drapeaux déployés dans la ville dévastée. Une fête également célébrée en Crimée, avec des feux d'artifice. Des sénateurs républicains et démocrates ont annoncé dimanche dernier un accord sur quelques mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu aux États-Unis. Un compromis rare mais qui demeure très en deçà des réformes réclamées par Joe Biden après de nouvelles tueries. L'initiative parlementaire prévoit certaines limitations de l'accès aux armes pour des personnes jugées dangereuses. Aux États-Unis, sénateurs républicains et démocrates se sont mis d'accord dimanche sur quelques mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu.
Un compromis rare, soutenu par le sénateur Chris Murphy, fervent militant de l'encadrement des armes à feu. Ce projet reste très en deçà des réformes réclamées par Joe Biden, mais le président américain a salué cette avancée sur Twitter, qui va dans la bonne direction, mais qui n'inclut pas tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies. Cette initiative a été lancée après le massacre dans une école d'Uvalde, au Texas, le 24 mai, qui a fait 21 morts, dont 19 enfants. Ce projet prévoit un renforcement de la vérification des antécédents judiciaires psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans, ainsi que la possibilité de retirer leurs armes aux personnes jugées dangereuses. Mercredi dernier, un texte plus ambitieux avait été voté par la majorité démocrate à la Chambre des représentants qui interdisait la vente d'armes semi-automatiques aux moins de 21 ans, un texte qui n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat. Ainsi se referme cette messe informative. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous désormais sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV.